Bonjour, superbe. Je commence tranquillement là, en disant que c'est un honneur pour moi d'être ici. Pour moi, finalement, cette recherche-là a été réalisée dans le cadre d'un projet d'introduction à la recherche. Donc, la recherche est nouveau pour moi. Puis les réalités des personnes trans et non-binaires, c'était quelque chose de nouveau pour moi, mais que je trouvais essentiel dans mon parcours en médecine. Donc, je vais en profiter pour remercier, entre autres, professeur Plein Sans Façon, puis docteur Chadi, qui m'ont permis là, de pouvoir réaliser ce projet. J'en profite aussi pour remercier là, Morgane Ageli puis Dr. Lynn Chignara qui ont contribué à la recherche. Je pense que c'était la thématique de la journée. Donc, je vous dis quelques mots aussi de meilleur aujourd'hui en vous parlant que la stigmatisation, les préjugés et la discrimination contribuent à la création d'environnements hostiles pour les personnes issues de minorités. Malheureusement, encore de nos jours, ces environnements hostiles là, représentent encore nos écoles ici en Amérique du Nord. Un portrait léger de la situation des jeunes transgenres et non-binaires, je ne m'attendrai pas, ça a été très bien fait là, avant moi. Donc, le sentiment d'insécurité qui est décrit, encore de l'intimidation, de la violence verbale, de la violence physique. On détaille également dans la littérature un fait du sport, autant de la part des pairs que de la part du personnel enseignant. La revue de littérature m'a amené à me questionner un petit peu sur quelles sont vraiment les expériences vécues par les jeunes transgenres et non-binaires dans le milieu scolaire. En fait, il y a beaucoup de recherches quantitatives qui est fait, donc qui nous permet peu de savoir vraiment ce qui est réellement expérimenté par les jeunes en tant que tel. Puis, il y a quand même beaucoup de recherches qui sont faites sur la population LGBTQ+, dans un même échantillon, tandis qu'on sait bien aujourd'hui que le vécu des personnes transgenres non-binaires n'est pas le même que celle de diversité sexuelle. Donc, nos questions de recherche étaient les suivantes. Quelles sont les expériences vécues par les jeunes transgenres non-binaires en milieu scolaire et comment ces expériences affectent leur bien-être et leur résilience? Comment l'affirmation de l'identité de genre des jeunes transgenres non-binaires est-elle supportée ou réprimée dans leur milieu scolaire? Puis finalement, quelles sont les stratégies employées par ces jeunes pour affronter l'adversité et les obstacles rencontrés au travers de leur parcours scolaire? Donc, pour ce faire, nous avons collaboré avec la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles, qui ont partagé avec nous des entrevues du projet Au-delà des apparences, qui étaient des entrevues qualitatives là, qui visaient à identifier des facteurs et des structures influençant négativement sur le bien-être des jeunes transgenres et non-binaires, et ce, de manière plus générale, puis d'identifier des facteurs contribuant à la résilience auprès de ces jeunes. Donc, si je vous parle un petit peu de leurs échantillons, là, on parle de 54 jeunes s'identifiant comme transgenres non-binaires âgés entre 14 et 25 ans. De la province de Québec, il y a eu deux phases d'entrevues, une en 2016, une en 2018. Un recrutement qui s'est fait via des organismes communautaires de Montréal ou de Québec. Les entrevues ont été réalisées par des intervieweurs transgenres non-binaires à l'aide des questionnaires semi-structurés en anglais ou en français. Donc, pour la présente recherche, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a soutiré de ce gros échantillon-là de 54 jeunes, tous les jeunes finalement âgés entre 14 et 17 ans pour s'intéresser davantage à l'expérience en milieu scolaire, surtout dans les écoles secondaires. Donc, notre échantillon était composé de 2 jeunes femmes transgenres, 4 jeunes hommes transgenres, puis 6 jeunes non-binaires, principalement d'origine caucasienne, principalement vivant en milieu urbain. 9 de ces jeunes, au moment de l'entrevue, étaient au secondaire, puis 3 au cégep. Puis tous, à leur école secondaire, s'affichaient ouvertement comme transgenres ou non-binaires. En termes de présentation des résultats, il y a 2 très grosses thématiques qui ont ressorti. Donc, premièrement, la reconnaissance de l'identité de genre, puis les stratégies employées par les élèves transgenres non-binaires pour faire face à l'adversité dans leurs écoles. Donc, je vais les détailler un petit peu avec vous. Vous allez voir, c'est quand même assez vaste comme présentation. Donc, on les détaille un à un. Je vais vous parler premièrement de l'approche socio-culturelle de l'école face à la diversité du genre et aux élèves transgenres non-binaires. Donc, les systèmes qui ont été identifiés. Donc, je vous dirais la majorité des jeunes interviewés ont parlé d'un manque de connaissances par rapport aux réalités des jeunes transgenres et non-binaires dans les milieux scolaires. Ce manque de connaissances-là était autant présent au niveau des camarades de classe que des adultes en position d'autorité.
Il y avait également une grande surreprésentation de la culture cisnormative, une surabondance de stéréotypes de genre et d'assumptions cisgenristes. La cisnormativité était décrite comme faisant obstacle à l'inclusion et contribuait largement à la marginalisation. Il y avait également un manque de conscience et d'acceptation à la diversité sexuelle. Puis quand je vous parle de marginalisation, j'aime bien l'exemple de Arthur qui nous parlait du fameux les gars contre les filles, quand on parle de distribution dans des équipes dans les écoles, qui est une tradition encore beaucoup trop présente, qui contribue fortement à l'invisibilisation et à la marginalisation des personnes trans et non-binaires. C'est une microagression récurrente, souvent involontaire de la part des professeurs, mais qui a un impact vraiment considérable sur le bien-être des jeunes dans leur milieu scolaire et qui a été leur rapporté à de nombreuses reprises à l'intérieur des entrevues. Je vais m'attarder maintenant à vous parler d'une thématique qui était vraiment importante. Donc, l'attitude et les comportements des adultes en position d'autorité. Encore une fois, je vous parle de plusieurs sous-thèmes, d'un spectre s'étalant jusqu'au support inconditionnel, jusqu'à la répression face à l'expression d'identité de genre des élèves transgenres et non-binaires dans leur milieu scolaire. Donc, en termes de support, finalement, on s'est rendu compte que le support, contribuait positivement au bien-être, puis qu'à l'inverse, le refus de fournir un support adéquat était vraiment défavorable pour le bien-être des jeunes en milieu scolaire. Le manque de support pouvait, entre autres, être exprimé par de l'indifférence de la part du corps professoral. Il y avait aussi la thématique de résistance qui est bien ressortie, qui se manifeste surtout par la résistance à offrir un environnement physique et social inclusif et sécuritaire pour les élèves, l'ensemble des élèves de l'école. Ces résistances manifestaient surtout par des délais injustifiés, puis des discordances et des inégalités dans l'attribution des mesures inclusives. Entre autres, il y a un jeune interviewé qui parlait que les élèves trans masculins pouvaient utiliser la toilette choisie, tandis que les élèves transféminines devaient automatiquement utiliser les espaces non genrés. Je vais y revenir un petit peu, mais le choix de l'utilisation des emplacements genrés était aussi une thématique là, bien récurrente. Si je continue par rapport à l'attitude des comportements des adultes en position d'autorité, les jeunes interviewés ont rapporté devoir fréquemment argumenter pour se voir attribuer des droits légitimes tels que l'utilisation adéquate de leurs prénoms et de leurs pronoms. On a entre autres identifié l'incrédulité comme un obstacle majeur à cette reconnaissance-là. Puis bon, finalement, il y a des approches répressives qui ont été identifiées au travers des entrevues. Par exemple, le fait de se voir attribuer un échec à un travail scolaire pour l'utilisation de pronoms adéquats sous prétexte que ce n'était pas grammaticalement adéquat. Je vous parle maintenant plus des camarades de classe. Donc, encore une fois, l'attitude et les comportements. Vous allez voir, il y a certaines thématiques qui sont retrouvées encore, qui s'entrecoupent autant auprès des adultes que des camarades de classe, dont le support. Le support était vraiment important de la part des camarades de classe pour faire face à des attitudes défavorables, autant des pairs que des professeurs. L'utilisation adéquate des prénoms, des pronoms a été perçue par les élèves interviewés comme une marque de respect et de support de la part des autres camarades de classe. Au contraire, une utilisation délibérée des dead names était néfaste pour le bien-être des jeunes puis contribuait au sentiment d'invalidation. À certains moments, on voyait même que cette utilisation-là a été employée pour faire de l'intimidation auprès des jeunes transgenres et non-binaires. La présence de d'autres élèves trans non-binaires dans l'école contribuait à créer un sentiment d'appartenance pour certains jeunes interviewés, puis était favorable au bien-être. Finalement, contrairement auprès des enseignants, l'indifférence n'était pas complètement décrite comme étant néfaste. Certains moments étaient décrits comme étant plutôt neutres. Par contre, elle n'était pas présentée là, comme étant un élément protecteur. Il y a aussi des éléments de rejection passive qui ont été identifiés, comme le fait de perdre des amis ou d'être ignoré au moment de divulguer sa vraie identité. Puis, l'exclusion active ou l'intimidation. On pense à différentes situations de violence. Toutefois, je tiens à préciser qu'à l'intérieur des entrevues, il n'y a pas eu mention de violence physique comme telle. Par contre, quand même une surabondance de violence psychologique, ce qui est vraiment pas négligeable.
Je vais vous parler très brièvement de l'environnement physique dans les écoles. Je pense que la littérature l'aborde beaucoup. Les fameux emplacements genrés étaient mentionnés presque par l'ensemble des participants-participantes. Ça contribue à la marginalisation. Je vous dirais que le point qui était le plus souvent mentionné dans les entrevues, c'était que le choix d'utiliser soit des emplacements genrés ou non genrés était souvent imposé par la direction et les jeunes n'avaient pas le choix ou très peu le choix de pouvoir utiliser l'emplacement de leur choix. Je vous dirais que c'était le point le plus important. Puis Il vous finalement, resterait, il vous Oui, resterait environ 5 minutes. merci beaucoup. Finalement, je vais aborder le respect de la confidentialité face à l'identité de genre. Donc, le choix de divulguer ou non son identité, c'était important pour les jeunes interviewés. Puis, un bris de cette confidentialité, c'était non désiré, avait un impact néfaste sur le bien-être des jeunes transgenres et non-binaires qui ont été vus en entrevue. Plusieurs structures ou personnes pouvaient contribuer au bris de cette confidentialité-là. On pense entre autres aux membres du personnel par les pairs. C'était fait parfois de manière volontaire dans le but d'intimider. L'environnement physique dans les écoles, on vient de parler des endroits genrés, non genrés, puis les situations administratives. Comme la présence du pen name sur certains documents administratifs qui n'est pas toujours possible d'être changé. Finalement, la seconde thématique, donc les stratégies employées par les élèves transgenres non-binaires pour faire face à l'adversité dans leurs écoles. Donc, je vais simplement les nommer. Je n'aurai pas le temps de les explorer beaucoup avec vous aujourd'hui. Donc, on parlait de sport tantôt. Donc, s'entourer d'alliés était une stratégie employée, faire des compromis, ignorer délibérément les oppresseurs ou les situations oppressantes, éviter certaines personnes et ou situations, éduquer, sensibiliser les pairs et les membres du personnel quant à la diversité de genre. Il y a des jeunes qui me démontraient beaucoup d'originalité en faisant des travaux scolaires sur le sujet ou en faisant des conférences finalement à l'ensemble de leurs collègues. Self-advocate pour les droits des personnes transgenres non-binaires, puis divulguer partiellement ou ne pas divulguer son identité de genre. Je vous dirais que toutes ces thématiques-là auraient pu être une recherche en soi. Je trouvais juste ça essentiel qu'ils soient nommés ici. Donc, finalement, je reviens sur l'importance de la reconnaissance de l'identité. Donc, l'aspect socioculturel dans les écoles faisait une grande différence pour le bien-être. Donc, la cisnormativité est très ancrée dans les cultures institutionnelles. Puis, on a constaté à l'intérieur des entrevues que ça contribue à l'attitude et au comportement tant des pairs que du personnel enseignant. La reconnaissance était aussi vraiment influencée par les relations interpersonnelles. Ce qu'on a trouvé vraiment intéressant, c'est qu'à l'intérieur des entrevues, les jeunes ont parlé plus souvent et plus en détail des comportements et des attitudes des professeurs et moins de celles des camarades de classe, qui pourrait peut-être suggérer que l'attitude, les comportements des enseignants pourraient être plus dommageables ou plus favorables au bien-être que celles des camarades de classe. Finalement, je vous parle des forces et limitations de l'étude qualitative qui a été réalisée. Donc, le sous-échantillon de l'échantillon global qui ont été pris, comme vous avez pu constater, était géographiquement et culturellement peu diversifié. Malheureusement, ça ne nous a pas permis ici de parler d'intersectionnalité, ce qui aurait été essentiel pour bien décrire les expériences vécues en milieu scolaire. Également, comme vous avez pu comprendre, les questionnaires n'étaient pas construits dans le but de parler des expériences vécues en milieu scolaire, mais plus dans le but de parler du bien-être en général des jeunes transgenres et non-binaires. Ça peut être une limitation dans le sens où on ne peut pas, avec notre étude, détailler vraiment un portrait global des situations vécues dans les écoles. Par contre, je pense que c'est une force parce que les éléments qui ont sorti, c'est des discussions spontanées par rapport à ce qui affectait leur bien-être. Donc, tout ce qui a été dit par rapport à l'école, c'était vraiment spontané, puis ce n'est pas quelque chose qui a été recherché spécifiquement à l'intérieur des questionnaires. Donc, je vais juste conclure en affirmant que nos écoles se doivent d'être des lieux d'épanouissement pour chaque élève du Québec. Renforcer le point aussi que la reconnaissance et la validation de l'identité de genre sont essentielles au bien-être des élèves transgenres et non-binaires et sont influencés par le contexte socioculturel et les relations interpersonnelles. Je vous remercie.